Bonjour à tous et bienvenue sur la place de la santé. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde organisée par la Mutualité française sur l'attractivité des métiers de l'humain. Alors les métiers du secteur sanitaire, social et médico-social sont porteurs de sens et de valeurs fortes. Ils s'inscrivent dans un secteur dynamique et innovant à même de répondre aux défis liés à l'augmentation constante des besoins de population. Pourtant, les structures, vous le savez, peinent à recruter et souffrent d'un manque d'attractivité que la crise sanitaire a mis d'autant plus en exergue. Alors si la question de la rémunération est une réponse évidemment importante à cette problématique, elle n'est pas l'unique élément de réponse. Le manque de reconnaissance de l'utilité sociale de certains métiers ou encore la qualité de vie au travail doit aussi être appréhendé dans sa globalité. Santé au travail, formation professionnelle, parcours professionnel, conciliation des temps de vie, égalité entre les hommes et les femmes, évidemment, sont autant d'enjeux à intégrer. Dès lors, quelques questions se posent. Quid des nouvelles attentes des professionnels vis-à-vis de l'emploi dans le secteur? Quid des pratiques innovantes en termes de recrutement, d'orientation, de formation? Et puis, quel soutien de la part des pouvoirs publics? Voici les thèmes qu'on va aborder au cours de notre table ronde. Je vais vous présenter mes invités, les intervenants dans quelques secondes. Mais avant ça, je voudrais accueillir Bernard Cressin, le président de la Mutualité Occitanie. Merci de l'accueillir. Merci Sophie pour cette introduction. Je vais essayer d'être bref. D'abord, la Mutualité française, pour rappel, est un acteur clé de la politique de santé sur les territoires. Elle participe activement au maintien d'une protection sociale solidaire et contribue à un accès aux soins pour tous. Quelques chiffres. En Occitanie, elle rassemble 132 mutuelles protégeant 3 200 000 personnes. Plus de 500 services de soins et d'accompagnement mutualiste. C'est notre dénomination de nos établissements, parmi lesquels on a des cliniques, des centres d'optique, d'audiologie, des centres dentaires, des crèches, des services de soins infirmiers à domicile, des EHPAD. Je pense que j'en oublie et que les responsables mutualistes dans la salle ne m'en feront pas grief. Grâce notamment aussi à la confiance des conseils départementaux, du conseil régional et de l'ARS, la mutualité française se positionne comme un acteur de terrain au plus près des territoires, notamment au travers des actions de prévention qu'elle porte chaque année et qui sont au nombre de 800, plus de 800 actions, sur des lieux d'ailleurs où d'autres opérateurs ne vont pas, et sur l'ensemble des thèmes, notamment la déclinaison du plan régional de santé. C'est au sein même de nos établissements, mais comme d'autres acteurs, et je sais que dans la salle, il y a d'autres acteurs ce matin, d'autres structures qui gèrent des établissements, que nous constatons ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la perte d'attractivité des métiers de l'humain. Face à ce constat, nous avons donc souhaité réagir et nous mobiliser aux côtés de 7 autres acteurs du soin et de l'accompagnement. Je veux citer l'UNIOPS, la FEAP ou encore Nexem pour alerter sur cette crise et sur les enjeux du prendre soin. Vous l'avez évoqué aussi dans votre introduction, la dégradation de l'attractivité des métiers de l'humain. Je pense qu'elle est multifactorielle. Outre le niveau des rémunérations ou la revalorisation des rémunérations, les conditions d'exercice sont aussi un des éléments de cette difficulté, avec également probablement aussi un niveau de reconnaissance insuffisant et une perte du sens qui détourne parfois les professionnels de leur vocation d'origine. La pénurie des personnels qui en est la conséquence a un impact très lourd pour les personnes, pour les patients, pour les personnes soignées, pour les personnes accompagnées, dans les établissements et services, comme également pour leurs familles. L'objet de cette table ronde, c'est de répondre aux questions que vous avez évoquées. Comment mieux valoriser l'utilité sociale de ces métiers? Quelles pratiques innovantes pour les rendre plus attractives? Quel soutien de la part des pouvoirs publics? Autant de questions des pouvoirs publics d'ailleurs et l'accompagnement aussi
au travers de projets, et je pense qu'on y viendra, des collectivités locales et des structures locales, puisque la santé, c'est aussi une question de proximité. Donc autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre, en tout cas vous tenterez de répondre. Et pour cela, je souhaite remercier bien évidemment Vincent Boune, vice-président de la région, Madame Brun-Mandon qui est délégué à la santé sur la ville de Montpellier, et Monsieur Michel Coher qui représente la mutualité, notamment en tant que directeur de l'offre de soins. Donc on a l'honneur de vous accueillir et on compte sur vous effectivement pour apporter quelques débuts de réponse sur cette table ronde Place de la Santé en partenariat avec Midi Libre. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Et vous venez de présenter les intervenants, donc je n'ai pas besoin de le faire, je vous remercie. On va démarrer la discussion avec vous, Vincent Boune, mais je voudrais faire un petit rappel du contexte quand même, parce que c'est important. Les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social se sont vraiment beaucoup investis pendant la crise sanitaire. On le sait, le secteur aujourd'hui est à bout et traverse une crise sans précédent. Alors, l'année 2022 a été une année riche en mobilisation dans le secteur. Pour autant, la situation critique perdure. De ce fait, les professionnels du secteur privé non lucratif se sont également mobilisés pour alerter sur la dégradation des conditions des métiers du soin et de l'accompagnement par l'intermédiaire de leurs 8 fédérations et ont mis sur le papier un certain nombre de nouvelles revendications avec le hashtag « Qui prend soin de nous ?» On va y revenir. Vincent Boune, quelle est la situation aujourd'hui? Quel constat général est-ce que vous dressez sur le public, privé et privé non lucratif, et surtout sur la région Occitanie? Je sais qu'on a peu de chiffres, mais peut-être que vous allez nous en donner. Vous disiez il y a quelque temps, la région est un bon échelon, c'est le bon échelon pour s'emparer du sujet de la santé. C'était lors de la première conférence de presse de Carole Delga pour les régionales, ça remonte à quelques années déjà. Pourtant, on le sait aujourd'hui, on manque d'infirmiers et d'aides-soignantes sur la région. On sait qu'il y a des départs volontaires et des difficultés de recrutement au niveau national. Qu'en est-il sur notre région en Occitanie? Ok, allons-y. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et puis merci déjà de m'inviter. Merci à la Mutualité française et merci à Midi Libre, qui est un journal que j'aime particulièrement. Allez, donc pour répondre à votre question, on va dire que la situation est quand même pas extraordinairement bien actuellement en termes de santé, sur l'Occitanie en particulier. 2-3 indicateurs ou 2-3 chiffres pour commencer. 11% des Français n'ont pas de médecin traitant. Sur l'Occitanie, ça fait un peu plus de 600 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant, de manière assez simple, dont des personnes évidemment qui sont lourdement malades, en affection longue durée, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième constat, 30% des médecins d'Occitanie ont plus de 60 ans. Ce qui veut dire que mathématiquement, dans les années qui viennent, évidemment, les départs à la retraite vont se multiplier. C'est logique. C'est cette génération du baby-boom qui s'en va, entre guillemets. Et donc, il faut s'attendre à ce que, évidemment, disons-nous, convenons-en d'abord, on va vers entre 5 et 10 années très difficiles, plus difficiles que maintenant. Ça, c'est le troisième point. Voilà. Et si on veut donner un autre indicateur pour brosser le panel, c'est ce qui s'appelle le renoncement aux soins, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas se soigner parce qu'elles ne trouvent pas de professionnels de santé, plus largement que de médecins, bien sûr, à proximité de chez elles. Sur certains départements, on atteint les 15%. C'est-à-dire que dans certains territoires, un Occitan sur 7 ne se soigne pas parce qu'il n'a pas le professionnel de santé à côté de chez lui. Voilà. Ça c'est vraiment, si on veut brosser de manière un peu objective actuellement, ce qui se passe. Comment expliquer qu'on en soit arrivé là? Quelles explications est-ce que vous pouvez formuler? On ne va pas refaire l'histoire, évidemment. Mais... Non, mais je pense qu'il y a clairement 30 ans de mauvais choix ou de non-choix. Et alors, on va dire, si on parle des professions de santé un petit peu de manière différenciée, parce que comment dirais-je, les problèmes un petit peu endémiques qui frappent la santé ne sont pas tout à fait les mêmes par rapport aux professions de santé. Bon, on a parlé des médecins. Il y a évidemment cette aberration du numerus clausus, alors qui était probablement une bonne idée il y a quelques
quelques années ou dizaines d'années, mais qu'on n'a pas ouvert ou arrêté assez tôt. C'est-à-dire on est resté sur un mécanisme qui datait des années 70 et sur lequel, effectivement, on n'a jamais aussi peu formé de médecins. Deux phénomènes qui ont amplifié ça. Le premier, c'est que, effectivement, donc on a clairement tous ces départs à la retraite qui n'ont pas été pris en compte. Et deuxièmement, les jeunes générations ne travaillent pas autant que leurs aînés. C'est comme ça, entre guillemets. Et donc, factuellement, il faut 2,2 jeunes médecins pour faire le même nombre d'actes qu'un médecin qui part à la retraite. Voilà. C'est comme ça, c'est pour faire le même nombre d'actes qu'un retraité récent, il faut 2,2 médecins. Ça, c'est pour les médecins. Voilà. Si on part pour les infirmiers, il y a aussi un vrai retard qui a été pris. C'est pas tant, je pense, sur le fait de les former, puisqu'on a énormément augmenté les formations d'infirmiers. Je crois qu'il y a un vrai problème de recherche de sens et de valorisation des infirmiers. Le salaire moyen des infirmiers est inférieur de 10% au salaire médian en France. C'est pourtant un métier extraordinaire qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup de compétences et beaucoup de temps. Eh ben, on est en dessous du salaire médian. Et ce qui explique effectivement que la durée de vie professionnelle d'un infirmier est plutôt basse en l'occurrence, c'est-à-dire, selon les études, c'est autour d'une dizaine d'années. Un infirmier qui met 3 ans de formé va... Alors ça peut être moins ou plus, hein, j'ai trouvé des chiffres un peu discordants, mais ça veut dire qu'un infirmier ne reste pas très longtemps infirmier finalement. Et donc c'est toute cette envie, toute cette recherche de sens, je pense, qui a vraiment manqué. Voilà. Ça veut dire que cette tendance, il est trop tard pour l'inverser, malgré le fait d'avoir ouvert le numerus clausus, hein, mais il faut 10 ans pour former un médecin aujourd'hui. Exactement. Donc... on est en train de se battre, entre guillemets, pour effectivement ce qui va se passer dans 10 ans. Il faut bien se dire, je crois qu'il faut en être conscient, que pendant 10 ans, ça va être encore plus difficile. La démographie médicale va encore baisser pendant 5 ans, va commencer à remonter donc, dans 6 ans, pour atteindre un niveau, entre guillemets, acceptable en 2037. Voilà. Et ça, mathématiquement, le niveau médical ne peut pas monter plus vite, effectivement, parce que les études sont longues, parce qu'on a pris des choix trop tard, et parce qu'on n'a pas tenu compte de tous les facteurs dont j'ai parlé avant. Donc, ça veut dire que oui, pendant 10 ans, il va falloir être un peu inventif, mais on ne fera rien de plus que gérer la pénurie. Avec votre casquette de médecin à présent, parce que je rappelle que vous êtes le patron du SAMU 31, que pouvez-vous nous dire sur les attentes des professionnels aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils attendent? Vous le disiez, hein, les jeunes générations travaillent moins que les générations d'avant. Ça veut dire quoi? Que le travail, c'est après la vie privée? Quelles sont leurs attentes? Oula, c'est une vraie belle question. Oui, les jeunes générations, en tout cas, n'attendent pas la même chose que les anciennes générations. Si je parle effectivement des soignants, je crois que d'abord, ce qu'ils attendent, c'est donner du sens, ou avoir du sens dans leur métier. Et ça, c'est important. On a une politique de santé qui est quand même un peu illisible actuellement. On ne sait pas bien où on va. C'est important. La gouvernance de l'hôpital, en tout cas, puisque je travaille dans l'hôpital public, là aussi, c'est un vrai sujet, mais on a clairement un système décisionnel qui est vraiment très compliqué à déchiffrer, sur lequel on ne sait pas vraiment où va l'hôpital public non plus. Les grands groupes privés, alors pour le coup les cliniques familiales, et heureusement qu'il existe encore des groupes à taille humaine, mais on voit quand même que des grandes multinationales ou des fonds, des hedge funds récupèrent un certain nombre d'établissements et en font vraiment des pompes à fric, excusez-moi du terme, voilà. Et puis parallèlement à ça, on a un secteur libéral qui est vraiment, alors là aussi manque de lisibilité, avec une consultation qui effectivement à 25 euros entre guillemets, c'est pas le prix que ça coûte, mais parallèlement à ça, il y a beaucoup de subventions, d'argent public qui arrive pour payer des CPTS, des installations, des assistants médicaux, etc. C'est vraiment un empilement de millefeuilles sur ce système-là qui fait que je crois on a clairement, à mon avis, besoin d'un vrai plan Marshall de la santé, avec une vraie lisibilité, avec effectivement une juste rémunération des professionnels de santé, et avec, pour le coup, beaucoup plus, me semble-t-il, de sens à donner dans ce métier. Voilà. On va poursuivre la table ronde, mais une dernière question avec vous, Vincent Beaune. Quelles sont cette fois les attentes des étudiants? On sait qu'il y a eu un livre blanc des internes en médecine sur lequel il a été imposé un certain nombre de demandes formulées clairement. Qu'est-ce que vous sentez de ces attentes de ces étudiants aujourd'hui? Alors, vous posez toujours des questions excessivement intéressantes, mais je n'ai pas forcément toutes les réponses. On va dire, là aussi, je crois quand même la recherche de sens, c'est important pour eux et pour eux.
Et effectivement, alors, un certain nombre d'étudiants, en tout cas, si vous voulez, on peut aussi reparler de chiffres. En gros, j'encadre à peu près 25 internes tous les ans de médecine d'urgence, hein, puisque je suis enseignant en médecine d'urgence. Là, sur la promo qui vient de sortir, il y en a 5 qui disparaissent des radars, qui partent faire un tour du monde ou un projet personnel ou je ne sais pas quoi. Ce qui, effectivement, donc ampute d'un 5e le nombre d'urgentistes qui vont sortir sur l'Occitanie-Ouest, et je pense que c'est la même situation sur l'Occitanie-Est. Deuxième chiffre intéressant, le taux d'installation des jeunes médecins généralistes, il est de l'ordre de 20% en France, en moyenne. Il est un peu supérieur en Occitanie, il est un peu inférieur dans d'autres régions, mais en gros, les médecins, 5 ans après leur diplôme, je parle des médecins généralistes, 80% d'entre eux ne sont pas installés en médecine générale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent les jeunes? De toute évidence, ils n'attendent pas ce qu'on leur propose. Voilà. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce qu'on peut proposer aux jeunes et leurs attentes à eux. Ce qui fait qu'effectivement, les jeunes ne s'installent pas. Partent faire d'autres projets. Et c'est dommage, collectivement, de former, de capitaliser sur les jeunes générations quand on voit que le taux d'installation est si bas derrière. On se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? On a, entre guillemets, un vrai gaspillage humain et financier, faut le dire aussi. Sur ces jeunes générations, on est un peu en train de louper quelque chose. Voilà. Et on est sur ce manque d'attractivité des métiers. Voilà, c'est vraiment oui, manque de sens et d'attractivité. Ouais. Je crois qu'on est vraiment là. C'est le nœud du problème. Élodie Bramandon, donc vous êtes, je le rappelle, conseillère municipale à la mairie de Montpellier, déléguée à la santé, la prévention et la lutte contre les addictions. On va voir avec vous quel est votre constat à vous sur cette problématique soulevée. Quel soutien des pouvoirs publics, notamment à la mairie de Montpellier, et puis quelles initiatives. Vous m'avez dit quand on a préparé cette session, ce qui ressort, c'est quand même l'importance de l'attractivité des territoires. Oui, c'est ça, parce que je pense, j'ai à peu près le même constat que le vice-président Boun, mais il faut que nous aussi, en tant que politique publique, et le président le disait tout à l'heure, comment les collectivités locales aussi, on aide à mettre du sens, ou en tout cas, on simplifie les installations. Simplifier les installations, c'est-à-dire que nous, comment on rend notre territoire attractif? Comment on installe des crèches? Comment on voit que l'éducation est bien faite sur notre territoire? Comment on facilite les transports sur notre territoire? Comment on travaille bien avec nos professionnels de santé pour avoir une coordination, une meilleure entente entre eux? Et comment on facilite ce lien professionnel de santé et ville? Ça me paraît quelque chose d'intéressant et on le voit sur certains territoires qui sont les plus éloignés, donc on va dire les quartiers prioritaires de la ville. Remettre du sens, c'est aussi travailler avec. C'est comment nous, on met autour d'une table les différents professionnels qui parfois agissent sur le même territoire mais ne se connaissent pas. Comment on peut créer ce lien? Comment on peut faciliter cette coordination? Ça, je crois que les collectivités doivent être porteurs de ce message et doivent être porteur de ce lien essentiel entre professionnels. C'est de la responsabilité de la collectivité, c'est ça que vous nous dites? Oui, c'est de la responsabilité de la collectivité. La collectivité, elle doit être aussi... le maire de Montpellier le dit souvent, c'est peut-être pas, la santé n'est peut-être pas compétence municipale, mais la qualité de vie de nos concitoyens, c'est compétence municipale. Et comment on travaille en équilibre et en intelligence avec l'Agence régionale de santé ou avec différentes parties prenantes. On ne peut pas se dire, moi, collectivité, je mets de côté, ce n'est pas ma responsabilité. On doit offrir une qualité de vie pour les professionnels et aussi les associations de prévention qui doivent travailler ensemble et pourquoi pas aller déployer peut-être des centres de santé avec des collègues d'autres collectivités qui peuvent nous amener des solutions. Alors avant de voir quelles initiatives vous mettez en place dans votre collectivité et autour de Montpellier, en lien avec ce que disait Vincent Boun à l'instant, quel constat est-ce que vous dressez, vous, au sein de vos établissements et publics et privés? Je crois qu'effectivement, l'usure, elle est là, le manque de sens est là, mais il y a quand même toujours cette envie de faire pour certains. Cette envie de faire, mais ce ras-le-bol de ne pas être écouté. La semaine dernière, sur le territoire, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a organisé le CNR, donc le Conseil national de refondation. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce moment-là, dans le sens où, en fait, on a pris le temps, plus de 4 heures, à se parler, à échanger, à se confronter aussi, et parfois à ne pas être d'accord. Et c'est ça l'essentiel pour pouvoir progresser, de se mettre autour d'une table et de dire... Là, ça ne va pas. Qu'est-ce que la collectivité peut faire? Ou
en tant que collectivité, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour améliorer votre pratique? Comment on travaille communément l'installation, par exemple? Comment on aide à monter des MSP? Comment on aide à imposer la médiation MSP, en santé? maison de santé pluriprofessionnelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme MSP. Excusez-moi. Comment on impose sur les centres de santé qui peuvent être financés parce que montés en association, donc financés parfois par de l'aide publique, de la médiation en santé qui va remettre du sens dans les quartiers, qui va ramener vers le soin des personnes qui en sont isolées. Qu'est-ce qui ressort concrètement des professionnels que vous avez rencontrés? Donc, est-ce que ça va dans le sens de ce que Vincent Roux nous disait? Oui, mais après, on a des professionnels très engagés sur notre territoire. Je vais encore le citer parce que, avec le maire, on le cite tout le temps, mais on a un professeur, enfin, non, il n'est pas professeur. Il accueille des internes au sein de sa MSP, du coup, le docteur Trichard, et qui forme, du coup, c'est vraiment au sein d'un quartier prioritaire de la ville. Donc, avec vraiment un territoire isolé qui a besoin encore plus d'avoir de médecins, une offre de soins particulière, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais en formant ces internes, il arrive à les faire rester d'ailleurs, parce que là aussi, il y a un interne qu'il a formé qui est avec lui maintenant au sein de son cabinet. C'est comment on travaille. Encore une fois, moi je parle de la coordination, mais de ces acteurs du territoire qui savent faire. Comment on les valorise? Comment on travaille aussi, par exemple, avec, pourquoi pas, des infirmières qui sont un peu plus spécialisées en pratique avancée, pardon, en pratique avancée pour déployer certaines actions. Comment aussi on peut réformer le système et enlever pas mal d'administratifs, parce que là, ce qui ressort aussi sur notre territoire, les médecins s'épuisent parce qu'il y a énormément d'administratifs. Tout ça, on doit être force de plaidoyer, en tout cas nous, côté politique, mais aussi on doit être les porte-voix de ces professionnels qui s'usent et qui parfois ont envie de transmettre, parce que c'est ça la volonté. Et le docteur Trichard, c'est le premier à vouloir transmettre, à vouloir innover, à vouloir mettre du sens dans cette médiation en santé pour aller apporter du soin et de la prévention au sein de son territoire. Alors, quelles initiatives mettez-vous en place concrètement à Montpellier, notamment dans les quartiers dits prioritaires? Je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Oui. Il y a effectivement des financements de centres de santé, mais là, sur le format associatif. On va travailler avec la région pour l'implantation, j'espère, d'un centre de santé. Ça, je pense que le vice-président en parlera bientôt. On a été innovant aussi dans notre pratique de prévention, parce que il me semble qu'on doit aussi agir et mettre le paquet sur la prévention, si vous me permettez cette expression-là. Un peu éloigné du curatif, mais ça aide aussi les professionnels de santé après. Parce que parfois, il y a de la bobologie qui est chronophage et qu'on peut éviter, en tout cas, en portant les bons messages de prévention. Donc, on a inauguré une unité mobile de prévention qui est portée par la ville en coordination avec les acteurs de terrain. C'est-à-dire que c'est une unité mobile qui va aller au pied des immeubles, qui va faire du dépistage, de la vaccination, qui va agir en 360, donc avoir des ateliers, par exemple, sur l'alimentation. Tout ça en lien aussi avec les associations de quartier, avec les MSP ou les centres de santé, en lien avec le CHU, pour agir sur des quartiers, justement, qui n'ont pas l'information aussi de à quel moment on se rend aux urgences, à quel moment on consulte un médecin, s'il y a une urgence toute relative ou une urgence réelle. En fait, on est aussi dans une amélioration des pratiques communes, mais une amélioration de la communication pour que l'habitant qui est parfois éloigné du centre de soins et la bonne information à qui je dois m'adresser et à quel moment, pour éviter d'être en saturation et pour redonner vraiment un sens aussi aux professionnels qui parfois, et notamment je pense aux urgences de l'hôpital, qui vont arriver des patients qui ne devraient pas être aux urgences et qui veulent être pris en charge sur une maison, de garde. Ça permet de délester un peu les urgences. Exactement. Ouais. Michel Couer, vous êtes, on l'a dit, directeur de l'offre de soins, de l'autonomie et des parcours à la Mutualité française. Alors la Mutualité française s'engage évidemment elle aussi pour l'amélioration des conditions. Vous avez notamment soutenu et participé à la journée de mobilisation nationale à l'initiative des 8 fédérations dont j'ai parlé à l'instant, des métiers du soin et de l'accompagnement, avec le hashtag Qui prend soin de nous. Vous avez alerté le gouvernement sur ce secteur privé non lucratif un peu oublié, il faut le dire, du Ségur et qui a du mal à recruter des professionnels. Quel constat est-ce que vous dressez, vous, Monsieur Couer, aujourd'hui? On est fin 2022, sur les problèmes d'attractivité et de fidélisation. Qu'est-ce que vous pouvez poser comme constat aujourd'hui?
a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Oui, on s'est mobilisé effectivement, la mutualité avec d'autres fédérations, la FEAP, l'UNIOPS, on a cité un certain nombre tout à l'heure, sur les problèmes effectivement d'équité de traitement. C'est un point extrêmement important, le non lucratif, qui apporte du sens, justement, parler de sens. Je crois qu'effectivement, une des forces du secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est cette notion de non-lucrativité, par exemple, qui me semble importante. Donc, on s'est battu pour effectivement avoir ce qu'on appelle l'équité de traitement, donc la transposition des mesures. Alors, pourquoi la transposition? Tout simplement, on est des secteurs administrés, réglementés, et il est important, effectivement, que, finalement, une infirmière, une aide-soignante, dans le public ou dans le non lucratif, puisse être rémunérée de la même façon. Donc, on a souhaité que la transposition des dispositions du fameux Ségur puisse se faire dans notre secteur et dans tous les secteurs. On voit bien, ce qui nous amène aussi à la logique du parcours. On parle de sens, je pense qu'un des points importants dans le sens, c'est d'offrir aussi des perspectives de parcours aux professionnels. Lorsqu'on voit que dans le Ségur, l'hôpital l'a eu, le non lucratif l'a eu, le médico-social l'a eu, par exemple, les centres de santé ne l'ont pas eu. Lorsque vous êtes infirmier et que dans votre carrière, vous souhaitez quitter l'hôpital, aller en médico-social, aller en centre de santé où il n'y a pas eu le Ségur, il n'y a plus de transposition, donc vous êtes moins payé, ça pose une problématique. Donc la logique aussi de l'organisation, cette logique de parcours, me semble-t-il, à proposer aux professionnels, tant d'un infirmier qui va évoluer d'un secteur à un autre, mais aussi pouvoir évoluer d'une profession à une autre. Donc toute la question notamment de l'évolution dans la profession, qu'une aide-soignante puisse par la VE devenir infirmière, qu'une ESH puisse par la VE devenir aide-soignante, sont des choses extrêmement importantes. Et là, on voit aussi qu'il y a des difficultés, soit des jurys qu'on a du mal à mettre en œuvre, donc ça traîne, des processus de formation qui sont longs à valider. Je discutais juste avant la réunion, c'était intéressant, une aide-soignante qui fait un processus pour devenir infirmière, qui passe le concours, qui a donc une expérience de 20 ans comme aide-soignante, qui a 19 à l'oral, donc qui convainc le jury, et qui a 9 à l'écrit. À l'écrit, on l'a interrogée sur les néo-ruraux. Je trouve ça assez intéressant. Je pense qu'elle est très bonne professionnelle. Elle est interrogée à l'écrit sur les néo-ruraux, donc culture générale. C'est quoi le sens? Donc je pense qu'on doit s'interroger aussi sur les processus de formation vis-à-vis des professionnels. Alors, les métiers de la santé, on le sait, ont leur propre particularité. La question, c'est aussi, elle s'adresse à vous trois, finalement, comment est-ce qu'on vend la question du soin aux professionnels aujourd'hui, via une autre forme de management, via davantage de proximité? Alors, M. Boun disait tout à l'heure la problématique médicale. Je pense qu'il faut aussi, le système doit muter. Il faut qu'on transforme ce système. Notre système, il est extrêmement cloisonné. Il est cloisonné entre l'hôpital, le médico-social, la ville. Il est cloisonné entre le public et le privé. On a un système qui est extrêmement hospitalo-centré. On a un système qui n'est pas du tout tourné vers la prévention. On doit faire muter ce système. Il faut certes, à court terme, je pense, mettre certainement des moyens, notamment en termes d'attractivité. Nos professionnels, un certain nombre de professionnels on a cité les infirmières, les aides-soignantes, sont mal payés. On voit bien les comparaisons européennes. Donc en termes de transition, il faut mettre de l'argent. Mais dans ce système aussi, il y a des marges de manœuvre. La pertinence des soins doit être améliorée. Le doublement du passage aux urgences est une aberration. Vous parliez de bobologie. Donc il y a une réorganisation du système, certainement notamment vers le premier recours qui doit être organisé pour aussi dégager des moyens. Mutation du système par le développement d'un exercice multiprofessionnel, multicoordonné. Je pense qu'on peut, dans les 10 ans qui viennent, ne pas se dire qu'on est condamné à devoir gérer la pénurie. Oui, il faut gérer la pénurie. Mais il faut que les professionnels aussi acceptent la délégation de compétences, acceptent la délégation de tâches, acceptent de travailler ensemble. Et on voit bien qu'on est aussi dans un système où malheureusement on est bloqué par des corporatismes, on est bloqué par des habitudes et donc par des espèces d'assignation, si je puis dire, à résidence, ça me semble important. Et puis, peut-être troisième point, vous parlez de management. Oui, je crois qu'un point important, alors du coup dans les structures, c'est l'importance du management de proximité. Je pense qu'effectivement, pour garder les professionnels, alors il y a le problème de l'attractivité, il y a le problème de la fidélisation. Donc là, c'est des actions multiples et variées dans les différentes structures. On sait très bien, j'ai vu récemment un sondage dans un secteur santé où effectivement on reste souvent, où beaucoup de professionnels restent pour leur manager de proximité. Et là, il y a un enjeu important, comprendre les besoins, les envies des nouveaux professionnels. On a une mutation du système, on a un post-Covid, c'est évident, on a un post-Covid, c'est-à-dire que la problématique était latente avant le Covid. Le Covid, là, a complètement lâché les vannes. Enfin, on est beaucoup à se dire où sont passés aussi les professionnels. Vous parliez de 10 ans, je crois que malheureusement, je crois que les infirmières aujourd'hui, moi j'ai vu du 5 à 7 ans de durée de vie professionnelle. Les IFSI font le plein, mais dans la première année, je crois que c'est 30% des professionnels qui quittent les IFSI. Peut-être s'interroger sur Parcoursup. Est-ce que Parcoursup sur les IFSI est quelque chose de pertinent? Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses.
on est un peu face à un mur qui nous fait peur. En même temps, je pense que restons optimistes sur notre capacité peut-être de résilience, mais surtout d'être capable ensemble de refonder aussi ce système et de redonner effectivement envie aux professionnels sur des métiers qui ont du sens. Allez-y, je vous en prie. Quand le vice-président Boun parlait de plan Marshall, et là je vous rejoins aussi complètement, il y a une refondation à faire avec les professionnels. Il y a aussi à penser d'une autre façon. Comment, pour redonner du sens, on peut agir, par exemple, en public, en privé, ou en tout cas aller dans le milieu associatif, parce qu'on le voit, en tout cas sur le communautaire. Moi, je vois au centre de santé sexuelle de la ville, qui est le SPOT, il y a des professionnels qui agissent aussi au centre hospitalier universitaire et qui gagnent en sens et qui sont prêts, là, pour le coup, à déployer de nombreuses heures, mais c'est compliqué de faire cette mixité de pratiques. Comment on déploie ça, comment on facilite, parce que ça fait partie de donner du sens et parfois aussi ça facilite le lien avec la hiérarchie. Vincent, oui, allez-y, je vous en prie. Pour rebondir, hein, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'on a dit. Il y a clairement, encore une fois, je vais me répéter, mais il y a vraiment besoin de changer tout du sol au plafond. Si on veut vraiment avoir une santé un peu efficiente, il faut, ce que j'appelle un plan Marshall, mais peu importe, on est sur un empilement de systèmes effectivement de gouvernance, de systèmes de mode de fonctionnement qui ont été mis en place après la guerre, hein, en l'occurrence, et qui continuent encore aujourd'hui, entre guillemets, à être le modèle. Il faut probablement sortir du modèle, alors vers quelque chose d'autre. Hein, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Ce qui est sûr et certain, pour le coup, et je crois qu'il faut que tout le monde en ait conscience, c'est que si on veut, entre guillemets, garder ce système d'excellence qui est encore le nôtre, bien que à un moment donné, on va arrêter d'en parler d'excellence parce qu'on n'y est plus. Il va falloir injecter quand même de l'argent dans le système de santé. Et ça, c'est des choix sociétaux, encore une fois. On reste quand même dans un système assez unique en Europe. Hein, alors oui, si encore on une fois. compare avec nos voisins européens. Ben bien sûr, l'Europe, si vous voulez, c'est 10% de la population mondiale, 20% de la richesse mondiale et 80% des prestations sociales mondiales. Voilà. Alors c'est notre modèle européen et français qu'on doit défendre. Moi, je suis très attaché entre guillemets à ce modèle de soins qui permet, en tout cas, voilà, c'est un exemple très personnel, hein, mais ma maman qui a eu un cancer très lourd et qui est agricultrice n'aurait jamais pu être soignée comme elle a été soignée dans un pays autre que la France, clairement. Donc, bien sûr, pour moi, c'est un modèle qu'il faut maintenir. Mais il faut bien que tout le monde prenne conscience, d'une part, qu'il est fragile, d'autre part, qu'il faut le réformer du sol au plafond et réellement, et troisièmement, y injecter de l'argent. Voilà. Est-ce que ça... Allez-y, je vous en prie, monsieur Couer. Oui, je pensais... Enfin, alors je partage, mais c'est intéressant aussi de se dire qu'on est à 12% de PIB sur la santé, un des plus hauts taux en France, dans le monde, et sans avoir des indicateurs de comorbidité, etc., plus performants. C'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Je pense que dans l'organisation, il y a deux points importants à citer. Au niveau macro, c'est un peu dénormalisé. Aujourd'hui, on est extrêmement corseté par de la norme, par de la réglementation. Une année, j'avais vu le chiffre, je crois que c'était les ARS qui recevaient 350 circulaires par an de la part de la DGOS, de la DSS, etc. C'est-à-dire une circulaire par jour quand même. Hein. Puis le deuxième point, et ça rejoint celui-ci, c'est la notion de confiance. Je pense qu'il y a deux choses. Enfin, la notion de confiance. Confiance vis-à-vis des structures. Et le Covid est intéressant en la matière, parce que comme on a eu quand même ces quelques mois de panique, les structures, alors je parle des structures, c'est pareil pour la ville, se sont organisées, et on voit bien que des choses se sont décorsetées, les professionnels ont bossé ensemble, on voit bien que privé, public ont mieux travaillé, la ville, l'hôpital, et donc confiance, il faut que la tutelle, il faut que l'État fasse confiance aux acteurs de terrain, les collectivités, mais aussi aux acteurs, les établissements, les structures. Alors oui, dedans, il y a peut-être des moments des brebis galeuses, mais l'immense majorité des professionnels et des structures sont honnêtes et font leur travail correctement, et c'est pas parce que des moments, il y en a qui jouent sur le système qu'il faut tout de suite faire une loi qui vient finalement sanctionner tout le monde. Et du coup, cette confiance est aussi dans les structures. C'est-à-dire que en tant que directeur de structure, directeur de groupement, faire confiance aux professionnels, et on parlait tout à l'heure de comment attirer, c'est se dire que les solutions, elles viennent aussi de l'intérieur. Écoutons nos professionnels, faisons-les travailler ensemble, faisons émerger les idées au sein des structures, dans un monde, il faut le reconnaître, de la santé qui est quand même assez, historiquement, je veux dire culturellement dans son ADN, très hiérarchique, la figure du médecin, tutélaire, etc. Et ça doit se casser, donc ça prendra du temps, et c'est important. Justement, je rebondis sur ce que vous dites, monsieur Couer, pour interpeller Vincent Boun. Est-ce que ça passe par un changement des pratiques managériales aussi? Oui, clairement. Et c'est quoi le management de proximité? Alors, pour l'instant, c'est
c'est pas ça, hein, puisqu'on est voilà, c'est l'inverse de ce qu'on fait. Si on reprend l'exemple du Covid, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, la santé est très centralisée, très jacobine, en fait. C'est Paris qui décide, entre guillemets. Et on l'a bien vu, hein, en tant que professionnel de santé, je peux vous dire que les premiers mois, on était complètement en roue libre. Hein, c'est-à-dire que vraiment, on a senti toute la désorganisation. Pour le coup, pour moi, il faut probablement, effectivement, et là, je vais rejoindre ce que vous avez dit, il faut laisser plus de champ, en tout cas plus de liberté aux initiatives locales, ça j'en suis sûr. Il faut aussi que les territoires s'emparent de la santé. Voilà pourquoi je dis que moi, la région, c'est un bon niveau, parce qu'en l'occurrence, encore une fois, je pense que d'une part, tout ce qui se passe en Ile-de-France ne peut pas être appliqué à Montpellier, par exemple, ou à l'ODEV, hein, pour parler d'un des projets qu'on a de centre de santé, j'en suis persuadé. Deuxièmement, quand même. C'est dû à quoi? C'est la disparité de la démographie, par exemple, c'est ça? Ah bah oui, clairement. Enfin, encore une fois, les spécificités locales ne sont pas les mêmes. Il y a des territoires qui ont des CHU, d'autres qui ont un réseau de cliniques, d'autres qui ont des centres hospitaliers. Il y a des filières, entre guillemets, qui se créent. Voilà, donc clairement, encore une fois, la centralisation extrême n'est pas quelque chose, je pense, de souhaitable dans ce domaine-là. Il faut beaucoup plus de champ, justement, aux initiatives locales. Voilà. Eh ben justement, je voudrais qu'on rebondisse là-dessus, Vincent Boune, pour voir quelles sont les avancées. Ce que vous avez testé dans la région Occitanie, donc vraiment au niveau local. On le sait, hein, pour pallier notamment les déserts médicaux de la région Occitanie et ses partenaires recrutent des médecins salariés avec un objectif de recruter 40 médecins en 2022. Objectif atteint ou pas? Presque. L'année n'est pas finie, mais oui, on sera dans ces eaux-là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire de recruter des médecins salariés? Quelle est la différence? Qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Donc, juste un peu de sémantique. Hein. Une maison de santé, c'est un endroit où les médecins sont libéraux, c'est-à-dire que c'est leur propre patron, de manière assez simple. Un centre de santé, c'est un endroit où les médecins sont salariés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une structure. Je pense d'ailleurs que la mutualité importe des centres de santé, voilà, et des centres de santé dentaires aussi, si je ne me trompe pas. Oui, du dentaire, des médicaux polyvalents. Voilà, donc ça c'est entre guillemets, c'est un peu de sémantique. Deuxièmement, et pour parler d'un chiffre aussi, là, pour que tout le monde comprenne bien, la part du salariat par rapport au libéral augmente de 1% par an. Il y a quelques années, il y avait plus de médecins libéraux que de médecins salariés. Maintenant, c'est l'inverse. Toutes professions confondues, il y a plus de médecins salariés que de médecins libéraux. Donc c'est une tendance lourde en l'occurrence, et qui est demandée, on peut en parler de ce qu'attendaient les jeunes, en particulier par les jeunes générations, mais pas que. Et donc effectivement, nous on a décidé, donc en début de mandat, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, de se lancer dans la création et le portage par une structure qui émane de la région, qui s'appelle Ma Santé, Ma Région, de centres de santé. Donc on a le temps, entre guillemets, évidemment, administratif, ça nous a pris 1 an de créer la structure. Et donc on a ouvert en janvier notre premier centre de santé. Et depuis, nous en avons ouvert donc 6 en 5 mois. L'objectif étant de poursuivre ce rythme d'1 centre de santé par mois. Voilà. Et donc, effectivement, en termes de salariés du groupement d'intérêt public, on est pour le coup largement à 40. On n'est pas 40 médecins, mais il y a 40 salariés. On a ensuite, si on compte les médecins qui ont déjà signé un contrat, qui vont démarrer l'année prochaine, puisqu'évidemment, on a les 3 premiers centres de 2023 qui sont déjà évidemment bien avancés. Oui, on est aux 40 signatures, bien entendu. Mais voilà, à l'instant T, nous n'avons pas 40 médecins qui travaillent effectivement dans les centres de santé. Oui, c'est une petite subtilité. Qu'est-ce que ça change pour un médecin? Pour un médecin, ce statut, donc, entre guillemets, pour les patients, ça ne change rien. Oui, voilà. Les patients, ça ne change rien. Eux, ce qu'ils veulent, et c'est assez simple en fait, ils veulent quelqu'un qui soit compétent, plutôt sympa évidemment, et qui puisse le ou la recevoir dans un délai court. Et si en plus, effectivement, il peut faire passer des messages de santé publique, et là je reviens à ce que disait Elodie tout à l'heure, on est complètement d'accord sur la prévention, on est complètement d'accord sur le aller vers, on est complètement d'accord sur tous ces messages à passer. Ça, c'est le petit plus. Bon, voilà. Donc, ça, c'est ce que veulent les gens. Les médecins, eux, ce qu'ils veulent, en particulier ceux qui s'engagent avec nous, c'est faire de la médecine. C'est-à-dire, ce qu'on propose, c'est un projet, entre guillemets, de vie, au sens large. C'est-à-dire, on le laisse, le médecin fait de la médecine, on s'occupe de tout ce qui est un plus contraignant et pour lequel, généralement, ils ont moins d'appétence, c'est-à-dire qu'on gère la partie administrative. Quand vous dites « on s'occupe », qui s'occupe? Alors, c'est le groupement d'intérêt public, qui est donc, entre guillemets, c'est une structure juridique, peu importe, hein, la région,
certains départements, puisqu'il y a des départements qui souhaitent nous rejoindre, et de manière obligatoire les territoires, les collectivités. Et c'est pour ça justement qu'on en parle, puisque Montpellier a souhaité qu'on travaille ensemble, et on va essayer de créer un grand centre de santé urbain, puisque pour le coup on était plutôt parti sur des centres de santé ruraux. Mais il ne faut pas croire, les déserts médicaux, le plus grand désert médical de France, c'est l'Île-de-France en l'occurrence, qui est pour le coup plutôt urbaine. Voilà. Donc il y a des besoins de santé dans Montpellier. Voilà, donc je suis très heureux justement que la ville soit représentée, surtout par une belle personne comme Élodie, mais voilà, on va faire le parenthèse. Donc on part sur ces centres de santé, on part sur les centres de santé qui pour l'instant sont plutôt ruraux. L'avantage, entre guillemets, c'est que le médecin fait de la médecine, et on a du secrétariat, on a des gestions de ressources humaines, on a du matériel, etc. Donc son temps médical, son temps de cerveau est consacré entièrement à la médecine. Voilà. Donc on gagne un petit peu de temps médical. Voilà. Deuxième choix qu'on a voulu faire, c'est la participation aux gardes et aux visites sur place, aux visites médicales. Pour nous, c'est obligatoire. Les médecins doivent participer aux gardes parce que les patients ne sont pas malades de 8h à 18h du lundi au vendredi. C'est comme ça. Voilà. Et donc, effectivement, statutairement, dans les centres de santé, on participe aux gardes et on fait de la visite, au même titre que les médecins libéraux du secteur. Mais c'est important pour nous. Voilà. L'autre projet, comme je vous dis, pour le coup, c'est plutôt des médecins du territoire, en l'occurrence, qui s'incluent dans les centres de santé. Et on est très heureux parce que, pour le coup, la plupart, je pense 80-90% des médecins vivent à proximité, achètent ou construisent une maison, ont un projet de vie, ce qui fait que c'est plutôt bon signe pour l'avenir. Voilà. Bah alors attendez, excusez-moi, mais ça a l'air d'être le modèle idéal. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ça partout dans l'Hexagone immédiatement? Pardon, mais voilà. Mais vous avez, ouais. Non, mais effectivement, on gère beaucoup de centres de santé en mutualité. Alors d'abord, le modèle est extrêmement intéressant et on le prône fortement. Même si, justement, je pense en même temps, il faut peu importe les statuts. Je pense que ça aussi, c'est important, le mixer les statuts, que chacun puisse exercer. Pourquoi? Parce que je pense déjà aussi culturellement, et même dans la formation aujourd'hui des médecins, c'est le modèle libéral qui prime. Enfin, il y a une notion de l'exercice libéral oui, mais qui n'est plus attractif pour les médecins aujourd'hui. Mais en même temps, dans la formation, ouais. C'est important. Deux, effectivement, c'est effectivement attractif. Alors, il y a l'aspect salariat, être complètement déchargé d'un ensemble d'éléments. Il y a l'aspect, du coup, aussi, il faut pousser à des centres de santé multiprofessionnels, pluridisciplinaires. C'est-à-dire que l'enjeu à venir, c'est pas tant de réunir 3 ou 4 médecins généralistes dans un centre de santé, c'est d'avoir des IPA, donc des infirmiers de pratique avancée, donc pour permettre la délégation de tâches. C'est effectivement avoir aussi certains de médecins de premier recours, des gynécos, peut-être des pédiatres, des sages-femmes. Donc c'est de travailler à ces modèles-là. Et c'est ça qui est attractif, effectivement. Et comme le dit M. Boone, effectivement, c'est cet élément d'être déchargé d'un ensemble de tâches, de contraintes, d'avoir aussi un exercice cadré. Je ne sais pas si c'est pas la caricature des 35 heures, mais effectivement, ils ont une visibilité. Donc ce qui permet un équilibre de vie professionnelle et vie familiale, qui est une demande fondamentale des professionnels de santé, comme l'ensemble des professionnels. Alors pourquoi c'est difficile? Un des éléments aussi, c'est l'équilibre économique des centres. Enfin, aujourd'hui, on se bat notamment en mutualité, parce que le problème, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la région, mais le modèle économique des centres de santé est très difficile à obtenir parce que les moyens dédiés sont insuffisants, et on se bat aussi pour ce point-ci. Vous avez, Michel Couer, je l'ai dit, une casquette nationale. Cependant, est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur l'Occitanie? Quel est l'état de lieu côté mutualité française, vraiment en Occitanie, puisque vous gérez tout un tas d'établissements? Est-ce que vous avez un petit retour d'expérience? Oui, alors oui, on gère 500 structures, ce qu'on appelle les SAM, les services de soins et d'accompagnement mutualiste sur l'Occitanie. Je crois qu'on a toute la palette, de la petite enfance, des établissements hospitaliers, personnes âgées, personnes handicapées, etc., avec un ensemble d'opérateurs. La situation, elle est comme partout ailleurs. C'est difficile sur des structures. On peut avoir des services qui sont fermés par manque d'infirmières. Et l'ensemble des métiers sont touchés. On parle des soignants, mais je pense qu'en crèche, je vois Hélène Cluet qui est là, les crèches, la petite enfance, c'est difficile également. Il y a une forte mobilisation. Alors, les initiatives sont multiples, diverses, et à la limite, alors certaines sont peut-être plus originales, mais sont aussi diverses. C'est-à-dire qu'on essaye, alors au niveau national, on travaille beaucoup avec nos groupements. La fédération est au service de ces groupements et se nourrit aussi des initiatives de territoire, des initiatives de terrain.
On a beaucoup travaillé historiquement sur la notion de qualité, de labellisation de nos structures, et je pense que ça fait sens pour aussi attirer des professionnels de santé, labelliser les structures médico-sociales alors que ça n'existait pas au niveau national. C'est une initiative mutualiste il y a quelques années. C'est le travail sur la qualité de vie au travail. Je pense sur l'Occitanie, un partenariat qui a été établi avec la structure Ergo Santé qui permet notamment de doter les professionnels à domicile ou en EHPAD d'exosquelettes. Donc là, vraiment concrètement, la lutte contre les troubles musculo-squelettiques. Et puis, c'est aussi un engagement de proximité. Vous parlez, c'est quoi un management de proximité? C'est un management un peu tripal quoi, sur le terrain, d'être en proximité des équipes, d'être présent. C'est peut-être moins de hiérarchie, peut-être travailler. Alors, une de nos forces, c'est, je pense, on est des structures beaucoup à taille humaine. Alors, à la fois inscrites dans des groupes nationaux parfois, mais pas uniquement, mais avec des structures locales. Enfin, l'essence mutualiste, son ADN, c'est la proximité, c'est la territorialité, c'est un maillage du territoire par un engagement bénévole d'élus de terrain. Et ça, on le retrouve. On a donc des structures de petite taille, effectivement, une hiérarchie relativement réduite. Même nos établissements de santé, alors au niveau ESPIC, sont des structures moins lourdes que des CHU. C'est pas une question de critique, mais ça permet aussi d'être plus souple, d'être plus réactif. C'est un peu l'ADN aussi, cette agilité. Donc on essaye d'avoir un ensemble d'initiatives en la matière. Alors, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais qu'on conclue sur une question à laquelle vous pouvez tous les trois répondre, qui me semble essentielle. Quid des pratiques innovantes, cette fois-ci en termes de recrutement, d'orientation et de formation? Vincent Boone, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, effectivement, on aurait pu faire un débat toute la journée, j'ai l'impression, en plus, vu la qualité des co-animateurs de cette table ronde, c'est toujours intéressant. Oui, initiative innovante. Écoutez, alors nous on a en tout cas une initiative, donc je vais parler parce que c'est l'actualité et qui est effectivement assez innovante. On met effectivement le paquet sur les jeunes et en particulier les jeunes qui vont s'orienter vers les professions de santé. C'est important, hein, bien sûr, c'est l'avenir par définition. Les lycéens, donc vous savez que la région s'occupe des lycées, entre guillemets. Les jeunes professionnels en cours de formation, vous savez que la région aussi porte les écoles d'infirmières, de kinés, de sages-femmes, etc. de la région. Et donc, on a plusieurs actions, dont une qui se déroule ce week-end, donc à partir de vendredi, à Montpellier, à l'espace Cap de Ville. Ce sont les rencontres des métiers de la santé. Et donc, c'est à destination des lycéens et demandeurs d'emploi. C'est une espèce de Parcoursup, si vous voulez, mais orienté vers tous les métiers de la santé et du social. Et donc, effectivement, on a fait la Toulouse, donc c'était la semaine dernière, et Montpellier, c'est donc ce vendredi, samedi. On a plusieurs centaines, je ne sais pas si milliers probablement, qui sont venus à Toulouse. En tout cas, c'était beaucoup. Et on espère autant de monde sur Montpellier. Et ben, c'est des rencontres, du aller vers, de la discussion avec des professionnels, des jeunes professionnels, des étudiants dans les filières sanitaires et sociales, parce que c'est comme ça qu'on intéresse les jeunes par la rencontre avec les pairs. Et ça, c'est des opérations de séduction, quoi. Exactement. Alors, séduction, oui, souvent, ils sont déjà séduits, en fait. Ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire. Et effectivement, on a des abandons en cours d'études, on a des abandons en début de carrière, parce que ça ne correspond pas forcément à leurs attentes, entre guillemets, à leur fantasme de ce que c'est qu'être, par exemple, infirmier, brancardier, ambulancier ou éducateur spécialisé. L'idée, c'est d'avoir déjà une meilleure représentation du métier. Donc, c'est vraiment du donner envie. Voilà, parallèlement à ça, on lance une initiative avec le rectorat où on va pousser des options santé dans les lycées, c'est-à-dire des options qui vont permettre à ces jeunes de se préparer au métier de la santé au sens large. C'est-à-dire quoi, des cours? Des cours, ouais. 3 heures de cours par semaine, plus beaucoup de aller vers, de discussions avec des professionnels, de stages, de choses comme ça, qui permettent de se rendre compte, de se donner une meilleure représentation. C'est donner envie, et en particulier aux jeunes ruraux. Il n'y a pas de fracture femmes-hommes dans les professions de santé. Il y a beaucoup plus de filles, et c'est très bien. Par contre, il y a une vraie fracture selon le milieu social, et en particulier les milieux ruraux. On ne sait pas trop. Les fils d'agriculteurs, 2% s'orientent vers la médecine, alors que les fils de médecins sont beaucoup plus représentés. Voilà, c'est vraiment de donner envie. Voilà. Donc on a cette grande action-là. On a offert également, et on a démarré cette année la formation au premier secours à tous les lycéens, donc gratuite et sans avance de frais. Donc ça permet effectivement tous les détenteurs des cartes jeunes d'avoir cette formation PSC1, donc une formation de secouriste. Et donc ça, c'est sauver des vies. Je vous dis les options santé. Et puis derrière, avec les jeunes professionnels, on va créer partout dans la région des campus santé en région, c'est-à-dire des zones multiprofessionnelles, justement, puisqu'on en parlait, où les jeunes professionnels de santé vont pouvoir avoir un lieu commun
lieu de vie avec des appartements, en l'occurrence partagés, lieu de travail avec des zones de cours et de simulation, lieu de rencontre surtout, justement pour commencer à travailler en pluriprofessionnel, donc autour des instituts de formation infirmiers, kinés, soignants, etc. Rajouter des étudiants en médecine pour faire des zones un peu préfiguratrices de ce qui pourrait être dans l'avenir. Voilà. Oui, parce qu'il y a le fait il y a la question de l'attractivité des métiers, mais il y a aussi la question de l'attractivité des études. Il faut casser ces idées qui sont vraies aussi. Hein. Les études de médecine, c'est très long. Ça veut dire aussi mettre de côté une vie personnelle. Vous en savez quelque chose, Vincent Boune? Vous êtes passé par là, vous êtes médecin aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes autant passionné par votre métier? C'est un super métier. Les métiers de la santé, c'est vraiment des super métiers. Enfin, c'est des métiers qui sont vraiment en contact avec l'autre. On a du sens toute la journée. Je vais vous dire, pour le coup, entre guillemets, malgré... c'est vraiment un exemple, encore une fois, ne croyez pas que je suis plus glorieux que les autres, mais je continue à exercer la médecine, évidemment. Donc j'y suis ce week-end, tout le week-end, là. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est un métier mais ça veut dire mettre de côté ouais. sa vie de famille aussi. Vous êtes père de famille. Alors vous avez une vie non, privée. c'est une bonne organisation, c'est tout. Encore une fois, je crois qu'on peut bien s'organiser. Ça, il n'y a pas de gros soucis. Après, je vous dis, voilà, c'est des métiers qui sont vraiment porteurs de sens. C'est des métiers sur lesquels, effectivement, des initiatives qui paraissent bonnes font probablement du mal. On parlait de Parcoursup, on parlait de la réforme de la PASLAS. Actuellement, il y a 40 places vacantes en deuxième année de formation sage-femme sur la région Occitanie. C'est un métier extraordinaire, sage-femme. C'est un métier fabuleux qui a vraiment du sens. Il y a, je vous dis, 40 postes non pourvus là, en deuxième année sur l'Occitanie. Parce que la réforme PASLAS, qui probablement part de bonnes intentions, et finalement, au final, toujours pareil, hein, le diable est dans les détails. Il y a des biais qui font que les étudiants ne s'orientent pas vers ces filières-là. Voilà. Et pourtant, on manque de sages-femmes. C'est un métier qui a beaucoup de sens, c'est un métier qui est plutôt bien payé, qui à mon avis, évidemment, on peut discuter pendant des heures, mais c'est un métier qui est vraiment intéressant. Voilà, place vacante. Mais je pense que le métier de sage-femme, effectivement, est très mal connu. Et on en vient justement aux représentations qu'on peut avoir. Notamment accessible aux hommes, malgré ce qu'on pourrait croire. Oui, voilà. Mais au-delà de ça, mais même aux jeunes femmes qui peuvent avoir des suivis gynéco aussi avec la sage-femme, des frottis, enfin des actes qui sont concrets. Mais ça, le travail d'aller vers, moi je rejoins Vincent là-dessus, le travail d'aller vers, il est essentiel pour casser les représentations qu'on peut avoir sur certains territoires, isolés, sur les études de médecine, sur les pratiques médicales. Et ça, c'est un travail qui a vraiment du sens et qui peut redonner du sens, de faire sortir des professionnels pour expliquer ce qu'est leur métier, ce que sont leurs métiers. Et aussi, parce que j'en parlais avec la doyenne de la faculté de médecine de Montpellier, on ne refait pas l'histoire, mais quand même, on a cette excellence à Montpellier qu'on doit porter au sein des quartiers. Comment on va convaincre aussi qu'un petit gamin de quartier qui parle pas forcément le français dans son entourage, il peut avoir accès à ces études-là. Il peut avoir accès à cette envie-là. En fait, on doit lui donner aussi cette idée de la vocation, comment on l'aide à pouvoir se projeter dans ces études-là. Et ça, c'est faire ce travail d'aller, encore une fois, démonter les représentations. Il y a l'envie, et puis il y a la question de la sélection aussi, qui peut faire peur à l'entrée. Vincent. Alors, la réponse à toutes vos questions, je parle à vos auditeurs. Vendredi, samedi, Espace Cap de Ville, 9h à 17h. On est vraiment dans l'actualité là pour le coup. Rendez-vous est pris. Voilà. Tous les renseignements sur le site de la région, mais voilà, pour le coup, effectivement, il y a beaucoup de métiers au service de l'ordre. Énormément. Hein. C'est plusieurs dizaines de métiers différents qu'on présente en l'occurrence. Et donc, effectivement, il y a des métiers à formation courte, 6 mois. Ambulancier, par exemple, c'est des métiers sur lesquels on peut aller rapidement vers un emploi. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus longs. Hein. On parle de médecine, ça va jusqu'à 10 ans. Tous les niveaux, toutes les représentations, c'est des métiers où il n'y aura jamais de chômage. Voilà. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Clair. Non, mais important. Un dernier mot de conclusion à tous les trois. Michel Couer, peut-être aussi sur ces questions-là que j'évoquais en termes de recrutement, d'orientation, de formation. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça? Ou un dernier petit message avant de conclure? Alors pas au niveau macro, au niveau nous des structures, c'est
La formation est un axe extrêmement important, hein. Je l'évoquais par les notions de VAE, comment construire aussi un parcours à nos professionnels dans des structures sur le territoire où il y en a plusieurs, Mutualité Française Grand Sud, que ce soit Aesio Santé, l'Aveyron, etc. C'est accompagner les professionnels sur différents métiers, de pouvoir progresser, etc. Au niveau national, on essaie de porter quelque chose qui est importé du Québec, et la psychoéducation. C'est comment les professionnels finalement participent de la transformation du système, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sont acteurs du système, de la transformation, et donc du aller vers, parce qu'il faut qu'on prenne aussi un virage important dans le système de soins, c'est le virage domiciliaire, hein, qui est extrêmement important, et comment les professionnels, on les accompagne, et ensuite ils sont acteurs de cette transformation du système. Avec les CPTS. Avec les CPTS qui sont, à mon sens, aussi un maillage territorial important, et comment justement on les forme notamment en prévention, et comment on les aide à avoir une amélioration dans leurs pratiques communes, et l'aide encore une fois du territoire à destination de ces professionnels de santé. Merci beaucoup. Il est l'heure de conclure notre table ronde. Merci infiniment à tous, mesdames et messieurs, pour la grande richesse de vos interventions. Merci à vous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur la place de la santé avec la Mutualité Française d'Occitanie. À très bientôt.